Bonjour, donc, je suis Christophe Rochefol, directeur excellence opérationnelle chez voyagesncf.com. Et au-delà du titre fort sympathique sur la carte de visite, l'ambition de mon équipe, de ma direction, c'est d'accompagner l'ensemble des équipes de Voyage SNCF pour construire et délivrer le meilleur produit pour nos clients. Je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin. Bonjour, je suis Benjamin Gakik, expert en sûreté de fonctionnement et facilitateur pour l'excellence opérationnelle avec Christophe. Aujourd'hui, nous allons vous parler de culture. Culture, un mot essentiel dans le cadre d'une transformation DevOps, comment pivoter une organisation grâce à la culture. Alors, avant de vous en parler, quelques mots sur voyagesncf.com. Je pense que vous avez tous pris un train et probablement que vous avez acheté un billet soit sur notre appli web, soit sur notre appli mobile, puisque plus de la moitié des billets vendus sont vendus chez nous. Alors, voyagesncf.com, c'est 13 millions de visiteurs uniques par mois, avec des pics dans une dizaine de jours, avec l'ouverture des ventes de Noël, à 39 billets secondes, c'est-à-dire qu'on remplit un TGV en 13 secondes. Oui, 13 secondes pour remplir un TGV. Donc des contraintes de disponibilité et de performance très importantes. Voice SNCF, c'est également une marque à l'international avec Rail Europe qui permet de distribuer l'offre SNCF dans l'ensemble des continents, ce qui représente une quarantaine de sites, 25 langues, des applications mobiles, donc très très large. Benjamin et moi appartenons à une entité qui s'appelle Voyage SNCF Technologies, qui demain s'appellera Oui Technologies, parce que comme vous le savez tous, on va tous passer sous les noms Oui, Oui Car, Oui TGV, Inouï, Oui Bus et Oui.SNCF et Oui.Technologie. Donc Oui.Technologie, l'objectif, c'est d'être la DSI de Voyage SNCF pour proposer des sites et applications mobiles, mais également de porter notre offre digitale à l'ensemble de la SNCF, c'est-à-dire de faire des sites web pour Thalys, Eurostar, pour Gare et Connexion, mais également offrir du big data ou refondre l'outil des contrôleurs. Alors tout ça, nous le proposons parce que nous avons une volonté d'avoir une offre construite de A à Z, depuis la conception, le recueil des besoins, jusqu'au delivery et à l'exploitation. Et nous le faisons à travers une démarche agile, puis DevOps, depuis très longtemps. En fait, on a commencé notre expérimentation en 2010, par quelques équipes qui ont essayé Scrum, pour en 2012 prendre la décision de généraliser, avec comme objectif de passer de 4 livraisons par an à 1 par mois en 2015. Comment on arrive à ça? Vous avez beaucoup entendu aujourd'hui, je pense, un peu la même démarche. Nous sommes passés par du test automatisé, du test ciblé, par rapprocher nos équipes pour pouvoir envoyer en production le plus rapidement possible, et notamment grâce à une usine logicielle qui permet à nos équipes de déployer, ce qui nous amène aujourd'hui à pouvoir déployer en 2016 233 fois. C'est-à-dire on était bien au-delà de notre objectif d'une fois par mois, mais plutôt presque une fois par jour. Alors pour ça, en 2016, on dit on va aller à 2015, 2016, on va aller encore un peu plus loin, et on est passé en mode feature team, c'est-à-dire qu'on a intégré d'autres compétences, des UX, des UI, le métier est plus présent, la recette, donc un regroupement par fonctionnalité pour pouvoir délivrer plus rapidement. On a commencé par une en 2015, une quinzaine pour l'ensemble du site en 2016, et si on prend l'ensemble du périmètre de Voyage SNCF Technologies, on arrive à 60 équipes applicatives. Alors comment on arrive à aligner 60 équipes applicatives dans un même objectif? Comment on arrive à les emmener dans une même direction, c'est-à-dire notamment, dans le cadre de DevOps, vers un rapprochement avec nos équipes, avec une culture de la sûreté de fonctionnement, avec l'ensemble des éléments qu'on souhaite apporter. On l'a fait à travers ce qu'on appelle l'arbre des ambitions. On connaît tous les objectifs individuels. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. L'idée, c'était vraiment de définir notre ambition pour les 3 années à venir et de permettre à chacune des équipes de s'inscrire, de choisir comment elles allaient contribuer à cette ambition. Par exemple, une qui a été la plus populaire, c'est le Zero Truck Factor. Qu'est-ce que le Zero Truck Factor? C'est la capacité d'une équipe à pouvoir fonctionner, y compris lorsqu'une personne de l'équipe n'est pas présente. Alors normalement, Zero Truck Factor, ça veut dire qu'il passe sous un camion. Je vous rassure, on n'a pas fait le test. Mais on a des équipes, une équipe qui a pu déployer en production en l'absence de son ops, qui était parti en vacances pendant 3 mois, et ça marche, 3 semaines, et ça marche très très bien. Alors tout ça, vous allez pouvoir le retrouver, et je vous invite avec plaisir à aller regarder les vidéos que l'on produit chaque année. Donc on est en train de préparer la saison 4. Vous recherchez sur YouTube Agilité et DevOps à sncf.com et à voyagesncf.com, et vous allez pouvoir voir un peu toute notre histoire. Alors je vous parlais d'alignement, d'ambition. Il y en a une, moi, en tant que directeur excellence opérationnelle, qui est importante,
c'est la stabilité. C'est quand on met en prod quasiment tous les jours, comment je m'assure que les clients vont rester ravis, comment je ne vais pas perdre en qualité et me retrouver avec des clients frustrés. Pour cela, on a mis en place 2 stratégies. La première, c'est passer de ce qu'on appelle la qualité de service, la mesure technique en sortie de data center, de performance, de disponibilité, à la qualité d'expérience utilisateur, ce qui est perçu par l'utilisateur sur son poste de travail, sur son device, ce qu'il va vraiment ressentir lui-même. Deuxième stratégie, c'est passer de l'exploitabilité, c'est-à-dire la conformité à des normes d'exploitation, j'ai coché toutes les cases, c'est bon, je peux aller en prod, à la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire je construis des applications dont j'aurai suffisamment confiance pour les mettre en production quand j'en ai envie, à chaque sprint, chaque jour. Alors c'est très bien, on a 2 stratégies, mais comme le dit la célèbre formule, la culture dévore la stratégie au petit déjeuner. Donc, comment on travaille sur la culture d'entreprise, comment on emmène l'ensemble de nos équipes. On a choisi de le faire à travers 4 moyens. Le premier, la formation, des conférences. Je crois qu'on a une vingtaine de personnes de chez nous dans la salle, on a même un stand à l'entrée. On invite l'ensemble de nos collaborateurs à participer à un maximum de conférences sur des sujets qui nous tiennent à cœur. La deuxième, par le coaching. Pourquoi ? Comme je vous disais tout au début, on veut pivoter une organisation, on veut passer d'un mode de command and control, de middle management, de cycle en V à un mode agile, etc. On ne peut pas le faire uniquement en claquant des doigts. Pour ça, il faut l'accompagner par des coachs. Ensuite, on s'est défini un modèle, c'est-à-dire une cible. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qualité d'expérience et sûreté de fonctionnement. Je vous le présente dans quelques secondes. Et enfin, un peu le sujet du talk d'aujourd'hui, la gamification. Pourquoi travailler sur un modèle? Pourquoi essayer de définir la qualité d'expérience utilisateur et la sûreté de fonctionnement pour nous? On pourrait se dire, c'est des termes très connus que tout le monde partage. Sauf que dans le nucléaire, la sûreté de fonctionnement, c'est à peu près là-haut. C'est de la preuve formelle des langages du développement informatique. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça dans notre quotidien. On ne travaille pas avec des outils dangereux et qui engagent la vie humaine. On vend des billets de train, on vend des billets de bus. Donc il faut définir pour nous, et il faut surtout le définir pour l'ensemble des collaborateurs. Donc on a mené des ateliers avec 70 personnes, 250 heures, des personnes du market, de la BU produit, des développeurs, des testeurs, des exploitants, pour essayer de définir concrètement ce que ça veut dire pour nous et que ça nous parle, que ce ne soit pas une définition un peu qui sorte du dictionnaire uniquement. Et on en a sorti cette représentation-là. Alors je ne vais évidemment pas tous vous les lire, et vous ne pouvez même pas les lire depuis votre place, juste mettre l'accent sur 3. Le premier, c'est la supervisabilité, c'est-à-dire notre capacité à détecter le moindre incident. Le deuxième, c'est la diagnosticabilité. On aime bien les néologismes. C'est la capacité à trouver rapidement quelle est la cause racine de nos problèmes pour pouvoir les corriger, et notamment à travers la résilience, qui est la capacité des applications à survivre dans un environnement dégradé. Pourquoi je mets en évidence ces 3 éléments? Parce que ça va être au cœur du game qu'on va vous proposer juste après. Quelques mots sur la gamification. Le fait d'utiliser le jeu pour faire passer des connaissances, des compétences à... il y a 1200 personnes chez nous, donc si on veut pouvoir partager de l'information, le jeu est un bon outil. C'est-à-dire on va commencer par proposer à des volontaires, c'est du jeu, on n'impose pas la participation. À travers des équipes, face à des experts du domaine de la résilience, de l'exploitation, etc. Ou, quand on est plus mature sur ces concepts-là, on va utiliser les tournois entre équipes. Et comme c'est un tournoi, à la fin de la journée, on remet des prix, une cérémonie des awards, de la musique, des gâteaux, etc. Et les équipes qui sont les moins bien classées, on va les accompagner. L'idée, c'est pas de dire « oh, ils sont mauvais », non, au contraire, c'est de les accompagner, et sur mon budget en plus, pour pouvoir progresser sur ces concepts-là. Alors, pour vous parler du premier jeu qu'on a mis en place chez voyagesncf.com, parce qu'il y en aura d'autres, je vais passer la main à Benjamin, le grand Manitou des Day of Chaos. Merci. Alors, Christophe vous l'a dit, mais je vous le répète car c'est très important pour nous, le volontariat, c'est la base. Donc on devait susciter l'envie pour notre public cible, à savoir les développeurs, de jouer avec nous. On devait aussi entraîner les exploitants pour nous aider à préparer l'événement. Alors, en dehors de prendre une date rigolote comme le vendredi 13 janvier, on a aussi cherché avec Christophe des images, des thèmes qui pourraient coller et qui pourraient nous appuyer dans notre démarche. En cherchant très vite, on est tombé sur des images d'un film qui s'appelle La Stratégie Ender. C'est un film qui est issu d'un livre de Scott Orson Card qui parle justement de l'entraînement d'un jeune garçon à la guerre sur le thème du jeu.
c'est parfait, ça colle vraiment avec ce qu'on veut faire, ça va appuyer notre discours. On s'en est donc servi pour construire en particulier notre pitch, un peu à la manière d'une jaquette de jeu vidéo, avec une belle image, des vaisseaux spatiaux qui sont prêts à en découdre, quelque chose qui donne vraiment envie de jouer, un titre accrocheur, Day of Chaos, ça en jette un peu, c'est quand même mieux qu'entraînement au suivi de production. Un logo qui va créer une identité visuelle qu'on va pouvoir réutiliser dans les prochaines sessions. Et pour ça, il nous faut aussi un mission statement. Vous allez recevoir des vagues de vannes. Vous allez recevoir des vagues de panne en provenance des tréfonds de l'exploitation. Votre mission, si vous l'acceptez, est de détecter, diagnostiquer et résoudre toutes les pannes le plus vite possible. L'avenir de notre production est entre vos mains. Voilà. Merci. Alors, je vous rassure, on a joué en pré-production et pas en production. Pour compléter le tableau, on va rajouter quelques petites notions, comme par exemple une durée de jeu de 140 minutes, ça fait une demi-journée, ça paraît suffisant pour pouvoir passer certains messages, c'est pas trop long, donc ça va pas être ennuyeux non plus. D'avoir au moins 7 équipes qui vont participer pour avoir une diversité, si c'est tous les mêmes qui jouent, bon, c'est moyen. Et enfin, de 3 à 7 joueurs par équipe, on visait au minimum 40 joueurs avec nous. En dessous, on aurait considéré ça comme un échec. Je vous fais un petit spoiler, on en a eu plus. Enfin, c'est aussi un système de notation de points, des récompenses et une division du temps en rounds, en 8 rounds de bataille, qui commence par une panne qui est causée par un exploitant. Après, à charge aux études, aux développeurs, de détecter, diagnostiquer et résoudre chacune de ces pannes. À chaque étape, ils doivent valider avec les exploitants, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'imaginer qu'ils vont détecter un de leurs bugs et dire « Ah, on a trouvé la panne ». Non. On les guide et à chaque fois, ils doivent valider et à chaque fois, ils auront des points. S'ils ne réussissent pas à résoudre et à corriger leur environnement, on se prépare un petit peu de temps pour que les exploitants puissent réparer l'environnement. Parce qu'on sait tous que casser un environnement, c'est très facile. Le remettre d'aplomb, c'est un peu plus long. C'est pour ça que juste après, on a mis une petite question bonus qui visait à détourner un petit peu l'attention, à remettre un peu le calme. Ça pouvait être par exemple un QCM, une question de rapidité ou tout simplement de se faire prendre en selfie avec les organisateurs. Je ne vous dis pas le bordel. Et enfin, une vidéo explicative. Il n'y a rien de pire quand on joue de ne pas comprendre pourquoi on ne gagne pas, de ne pas comprendre ce qui se passe. Là, notre exploitant, il a fait une vidéo dans laquelle il montrait toutes les manipulations qu'il avait faites, tout ce qui lui avait permis de causer la panne, en expliquant, en montrant les outils. On est dans le cadre d'une transmission de la connaissance de l'exploitant vers le dev. Il montre son travail de tous les jours. Pour ça, il nous faut des exploitants. Puis si possible, en avoir un peu de toutes les équipes. Ça serait bien d'avoir du SGBD, du suivi de prod, du big data, du système, pour avoir une diversité de pannes. Accessoirement, c'est quand même eux qui ont les droits. Puis c'est eux aussi qui ont la connaissance sur les pannes. S'il y en a qui en connaissent un bout sur les pannes, c'est bien eux. Donc il faut les convaincre. Et pour les convaincre, vous pouvez utiliser l'argument de « Hey les gars, on va faire du DevOps ». Ça ne marche pas. C'est un buzzword, ils vous voient dire ça, ils se méfient. Leur dire que on va essayer de faire un petit peu quelque chose de nouveau, qu'on va sortir de la routine, déjà ça marche un peu mieux. Mais ce qui a vraiment fonctionné, c'est quand je leur ai proposé de faire subir aux développeurs ce qu'eux-mêmes subissent à longueur de journée. Ça marche vraiment bien. Ça marche tellement bien que, à peine la phrase prononcée, ils ont commencé tout de suite à s'imaginer, à se faire des petits scénarios. Allez, on va faire ci, on va faire ça. Parfait, c'est exactement ce qu'on demandait. D'ailleurs, on a profité pour faire de petites réunions agiles, de petits ateliers, dans lesquels on leur proposait de coucher toutes leurs pannes sur un petit modèle, un template, que vous pouvez voir derrière moi. À retenir dans ce template, la description de la panne avec son nom et la difficulté de mise en œuvre pour les exploitants et la difficulté de résolution pour les développeurs. Ça ne sert à rien de faire des pannes trop compliquées à mettre en œuvre, ça ne sert à rien de faire des pannes qui sont irrésolvables. Là, je vous avais un petit exemple d'une panne qui s'appelle Madame Irma. Alors Madame Irma, c'est quand même beaucoup plus sympa que panne numéro 4, clairement. Surtout qu'on a communiqué le nom des pannes aux joueurs. Il s'agissait de prendre un load balancer et de modifier l'URL de la ligne de vie de chacune des instances qui sont en dessous, et ce qui fait que les instances sortent du pool
au fur et à mesure que la ligne de vie est invoquée. Mon application ne répond plus, mais j'ai rien dans mes logs. C'est un long moment de solitude pour les développeurs. Et on a fait ça pendant 2 heures. On a constellé littéralement un mur avec des pannes. Preuve que les exploitants ont quand même énormément d'imagination. On en a shortlisté 8, parce qu'on n'avait que 4 heures, mais par contre, toutes les autres ont été précieusement conservées pour les futurs événements. Et là, on est parti pour 2 mois de préparation de panne. Alors 2 mois, ça peut paraître énorme. J'y allais 1 fois par semaine. Mais malgré ça, il faut se souvenir que des exploitants ont des priorités. Et la plus grande des priorités, c'est la production. Donc, on a eu quelques petits manques de disponibilité, ce qui fait que, vous verrez un peu par la suite, mais on a eu quelques petits soucis. Mais c'est pas grave, on a nos pannes, on a notre jeu, il ne reste plus qu'à s'intéresser au public cible, à savoir les développeurs. Comment on a fait pour faire jouer nos développeurs? Eh bien, un petit matin, on est venu avec des petites affiches qu'on a mis partout dans les locaux. Sur ces affiches, vous verrez, il n'y a pas grand-chose comme information. Il y a un logo, le nom de l'événement, la date du vendredi 13, et un petit texte qui donne envie de jouer. C'est tout. Et on a laissé ça pendant 2 semaines. Donc on entendait les petits commentaires, les informations, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et au bout de 2 semaines, on a rajouté, toujours très tôt le matin pour être sûr de ne pas se faire voir, des étiquettes qui envoient vers un site interne. Par la même occasion, pour être sûr que tout le monde l'ait bien vu, on a envoyé une communication globale qui envoyait vers ce site. Donc là, derrière moi, vous allez voir défiler les images de ce site. J'insiste sur le fait que ce site doit être le plus professionnel possible. On a vraiment beaucoup misé dessus, parce qu'en moins de 5 minutes, il fallait convaincre les joueurs de jouer. Il fallait leur donner envie, leur expliquer tout ce qui se passait. Il fallait qu'ils soient beaux, concis, clairs, et qu'à la fin, ils se disent « je veux participer, quoi qu'il arrive ». Bon, on a été récompensé. Moins de 20 minutes après, on a eu notre première inscription. Et petit à petit, les inscriptions se sont enchaînées, se sont enchaînées, se sont enchaînées. Et le jour J, on s'est retrouvé à 113 joueurs. 18 équipes. Ça fait x3 au niveau du nombre de joueurs par rapport à ce qu'on avait initialement ciblé. x2, même plus de x2 au niveau du nombre d'équipes. À côté de ça, on était 2 commentateurs, 2 aides de camp et 8 exploitants. Je ne vais pas vous dire qu'on a été victime de notre succès, mais on a été un peu surpris par l'ampleur de l'événement. Et bien c'est parti. L'événement a commencé par une conférence où tout le monde était présent. La conférence a duré pendant les 4 heures. Et moi, ainsi qu'un de mes collègues de l'excellence opérationnelle, on faisait les animateurs, un peu les animateurs radio. Donc on répondait aux questions, on commentait toutes les actions, tout ce qui pouvait se passer, les débuts de round, les fins de round, les questions bonus, les vidéos. Les joueurs, les développeurs, dans chaque équipe, avaient désigné une personne qui était en contact avec les exploitants pour leur remonter toutes leurs découvertes. J'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, voilà l'explication. Les exploitants avaient à disposition un chat interne que vous pouvez voir derrière moi, où on retrouve la panne Madame Irma, la panne numéro 4, et à chaque fois qu'une action était correcte ou incorrecte, il loguait dessus ce qui se passait. Détection OK, résolution KO. Excusez-moi. Et donc nous, en tant qu'animateurs, on s'est servi de ce chat pour pouvoir faire nos commentaires et pour pouvoir mettre de la vie et de l'ambiance. À la fin, vous pouvez voir la petite question bonus. Pour VSCT, qui est Willy Tarot, donc c'est celui qui a inventé HAProxy, qui est le load balancer dont je parlais tout à l'heure, et la petite vidéo Madame Irma, à la fin, qui expliquait tout, et surtout pour ceux qui ne connaissaient pas HAProxy, maintenant ils le connaissaient. Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. On n'a pas vu passer la matinée. La matinée est passée, mais à toute vitesse. Les gens étaient contents, il y avait de l'ambiance, les selfies se sont bien passés, et surtout, on avait en temps réel le taux de diagnostic, de détection et de résolution. Il n'était pas nul. Excusez-moi. Donc je disais, il n'était pas nul. Il n'était pas nul, mais il n'était pas à 100% non plus. Donc ça veut dire qu'on a quand même relativement bien dosé notre jeu. Et surtout, quand on a fait le bilan, donc déjà, premièrement, on est passé de 8 à 6 pannes, ce qui veut dire que là, on a payé le manque de préparation qu'on avait pu avoir. Elles sont toutes relativement bien passées, mais on en a 2 quand même qui ont dû s'arrêter, ce qui fait qu'on a réduit aussi la durée du jeu. En distribuant un petit formulaire de satisfaction
aux développeurs après le jeu. La plupart étaient contents. Ils étaient contents de l'organisation, ils étaient contents de l'intérêt, ils y ont trouvé de l'intérêt, et surtout, ils en ont même tiré des enseignements. Et ça, c'est vraiment important, car ce sont les événements qu'on souhaitait faire, c'était les messages qu'on souhaitait faire passer aux développeurs, à savoir l'importance du suivi de prod et du monitoring, la supervision et l'alerting. Faire des tests techniques beaucoup plus poussés, que ce soit de la résilience, de la performance, des tests d'archi, de partager plus les connaissances entre eux. Malgré le fait qu'ils échangent entre eux, qu'ils soient copains, qu'ils discutent, qu'ils travaillent ensemble, il peut arriver que certaines connaissances ne soient pas échangées. Et enfin, ils ont même proposé de faire des arbres d'analyse. Alors ça, c'est fantastique. Des arbres d'analyse qui permettent de résoudre et de diagnostiquer plus vite une panne. Super. Avec l'équipe d'organisation, on s'est réunis pour faire une petite rétro entre nous. Et il faut constater qu'on a eu un problème de disponibilité. Et effectivement, les exploitants n'étaient pas tout le temps disponibles. Ce qu'on s'est dit pour ça, c'est que la prochaine fois, on ne va pas commencer 2 mois avant, mais 3 voire 4 mois avant l'événement. Au niveau de la préparation des pannes, on n'a pas assez testé non plus. On n'a pas assez testé, et ça vient d'un tout petit problème, c'est qu'on avait d'abord fait la préparation des pannes et ensuite les inscriptions. Donc si on met les inscriptions au début, on va pouvoir adapter les pannes à certaines applications pour lesquelles on a eu les soucis, pour lesquelles les pannes ne sont pas forcément déclenchées. Au final, on était trop peu le jour J aussi, trop peu pour gérer autant de joueurs. Donc là, on a pris conscience que le jour J, on aurait plus d'exploitants pour pouvoir répondre avec nous. Et enfin, quelques petits ratés organisationnels, mais ça, c'est normal, c'est le début. On est obligé, au début, d'avoir des petits ratés. Mais alors, quelle ambiance lors de la préparation? Quelle ambiance? On faisait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas été fait à cette échelle-là dans une société, surtout une grande société comme Voyage SNCF. Tout le monde y a vu de l'intérêt, enfin la plupart des joueurs y ont vu de l'intérêt, mais par contre les exploitants aussi y ont vu de l'intérêt. Ils ont vu qu'ils pouvaient passer des messages et qu'ils pouvaient créer de la connexion, eux aussi, avec les développeurs. Au final, le jeu était assez bien calibré pour une première, donc on peut être fier de ce qu'on a fait. Alors on n'a pas parlé de la récompense, mais qu'ont gagné les premiers. Donc les premiers étaient une équipe nantaise. Ils ont gagné le droit de se déplacer à Lille pour rencontrer les exploitants. Ils devaient visiter le data center avec eux, faire un repas. Ils avaient aussi gagné un escape game avec eux. Et là, la magie du DevOps a opéré. Les développeurs ont proposé aux exploitants de venir faire l'escape game avec eux. Bah, ok, ils l'ont fait ensemble. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a conservé cette démarche DevOps, même dans nos récompenses, dans nos trophées. Toujours cette démarche appuyée jusqu'au bout. Si on doit retenir 3 points vraiment essentiels de cet événement, c'est premièrement, la communication. On a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot, c'était une véritable opération marketing, mais grâce à cette opération marketing, on a eu l'adhésion de l'ensemble des protagonistes, que ce soit les joueurs ou les exploitants, pour la préparation des pannes. On a renforcé la cohésion entre les équipes, mais aussi initié des connexions qui n'avaient pas forcément lieu entre des devs et des ops. Et enfin, la gamification. La gamification aura vraiment permis de rendre accessible un sujet peu motivant, il faut avouer, et pas forcément simple. Donc, on a pu sensibiliser, grâce à ça, nos équipes de dev à l'importance du suivi de production, et ils en étaient convaincus. C'est la fin du premier événement, donc elle s'appelait la session Ender's Game. Vous vous doutez que si on a un slide comme ça, c'est qu'on en a fait un deuxième. Et après, le vendredi 13, c'est le 7/7/2017 que nous avons fait notre nouvel événement sur le thème des 12 Monkeys, donc de l'armée des 12 singes. On a conservé ce système de tournoi. Cette fois-ci, on a eu 135 joueurs au tournoi, 20 équipes, donc on a eu plus de gens, des nouvelles personnes qui ont voulu jouer. Et on a greffé en plus un système de gestion de crise. C'est-à-dire qu'on voulait faire jouer des gens qui ne pouvaient pas forcément jouer, en particulier les exploitants. Donc, on a simulé un incident majeur sur notre pré-production et on a fait jouer tout un ensemble de protagonistes. Et en particulier, pour piloter la gestion de crise, vous vous doutez qu'on a besoin d'un codir. Donc on a réussi à faire jouer notre codir à la deuxième session. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire défiler quelques verbatims des joueurs.
Je vous propose de faire la session de questions-réponses à la fin du générique de fin. Et Christophe et moi-même, nous vous remercions pour votre attention. Et bonjour. Bonjour Dan. Bon, merci pour ce talk. Merci d'être là. Bien sûr, j'ai quand même quelques questions à vous poser. Et merci à toutes et à tous qui ont posé les questions sur Slido. C'est très pratique. Première question, de loin le plus upvoté. Combien de temps de préparation pour une game d'une telle ampleur et quel coût, bien sûr en termes d'euros et aussi effectifs? Alors, en termes de préparation, c'est à peu près 60-70 heures de préparation, plus si on prend 150 joueurs, donc 75 heures hommes. Très bien, très bien. Il y a un lien quand même. Comment trouvez-vous le budget et les sponsors internes pour mettre en avant la stratégie de gamification? Vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Comment trouvez-vous le budget et les sponsors internes pour mettre en avant la stratégie de gamification? Alors, le budget, c'est sur le mien, donc c'est pas très difficile. Je suis le premier sponsor de ce sujet-là. L'excellence opérationnelle a pour but de transformer et de contribuer à transformer l'entreprise. Donc j'ai le budget pour ce genre de transformation. Et les sponsors, c'est les membres du CODIR, et comme vous avez pu le voir, on a pu même les faire participer, et ils avaient envie de participer au deuxième. Donc c'est du marketing aussi vis-à-vis du CODIR. Finalement. Et une troisième question, si vous me permettez. J'en prie. On a un peu de temps quand même. Comment vous mesurez la quality of experience QE? Ok, donc ça c'est un peu éloigné du sujet de. Oui. Ouais, mais bon. Mais il n'y a pas de souci. En fait, on mesure différents sujets. Donc on a un questionnaire de satisfaction, donc c'est le plus classique, qui est envoyé à peu près 5% des personnes qui viennent sur le site web. On a également de la mesure directement, ce qu'on appelle RUM, Real User Monitoring. Donc c'est des JavaScript inclus dans nos pages et dans nos applications pour avoir des retours sur ce qui se passe sur les posts. Et puis on a un certain nombre de mesures internes, genre un sujet qu'on porte qui nous tient à cœur, c'est le temps de résolution des anomalies, c'est-à-dire le moment entre un client, à travers la relation client, soumet un problème et le moment où on le résout. Donc c'est des sujets d'expérience assez importants. Excellent, bon merci pour ça, merci d'être venu et merci pour le talk. Je t'en prie.